Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 8 de la saison 2 de Boisvert Radio. Depuis le lancement de cette deuxième saison, en août dernier, on a discuté de plusieurs sports là, comme le hockey, le tennis et même un peu de baseball. Et on n'a pas encore parlé de soccer et je trouve ça dommage parce que c'est un très beau sport, très intéressant à suivre. Donc, on va parler de soccer aujourd'hui, et en particulier là, de l'Impact de Montréal. Par ailleurs, là, comme vous avez dû remarquer, aucun collaborateur n'est avec nous aujourd'hui par manque de disponibilité. Donc, notre invité aujourd'hui, c'est Nilton Georges. Nilton est un chroniqueur sur le beat de l'Impact de Montréal, détenteur de plusieurs primeurs concernant l'équipe. Il est suivi par plus de 6000 personnes sur Twitter. Nilton collabore souvent à la radio au 91.9 Sport de Montréal, tout en étant co-animateur du podcast Couscous Piri Piri sur le Cannes Football Club. Nilton Georges, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Salut, ça va bien? Tes co-animateurs avaient peur de moi? Ce ne sont pas des fans? Un peu manque d'intérêt de concurrence. soccer et aussi pour ceux qui s'intéressent au soccer qui n'étaient malheureusement pas disponibles aujourd'hui. Ah, phew! J'étais inquiet. Merci de Donc, l'invitation, Charles. ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Écoute, tu es la référence pour suivre l'Impact là, au Québec sur Twitter. D'abord, là, j'aimerais ça que tu te présentes à nos auditeurs. J'en ai parlé un peu dans l'introduction, mais qui est Nilton Georges? Oui, ça, c'est une grande question. Même moi, je ne suis pas capable trop de répondre à ça parce qu'habituellement, c'est assez facile. Tu sais, dans les médias, bon, ben, tu sors de l'école avec cet objectif-là d'être dans les médias, d'être journaliste de différentes façons ou tu sais, dans les autres sports, souvent, il y a beaucoup de joueurs, journalistes, des anciens joueurs. Moi, Mhm. le foot, ça a toujours été un intérêt pour moi. Quand l'Impact aussi est arrivé dans la MLS, c'était beaucoup plus difficile à l'époque d'avoir des nouvelles, chercher des nouvelles. Il y en avait peu au niveau national. Pour l'Impact de Montréal, il y avait peu de couverture. Souvent, l'Impact de Montréal servait d'espèce comment je dirais ça? Tu sais, quand un journaliste arrivait, quand un nouveau journaliste arrive sur un beat dans un média, Ouais, souvent on lui donne cette première job-là, de là, tu sais. l'Impact. Ouais. C'est ça, de l'impact. Fait que souvent, tu sais, quand tu avais finalement quelqu'un suivre à l'Impact de Montréal, mais une ou deux saisons après, ben, ce journaliste-là elle était affecté à quelque chose de peu plus, entre guillemets, payant. Fait que c'était difficile d'avoir des nouvelles puis de suivre du monde de façon régulière. Fait que je me suis attardé à faire ma propre recherche. Ce qui est bien avec la MLS, c'est qu'on rentrait dans la cour des grands. Fait que des Mhm. nouvelles, on pouvait avoir des nouvelles de l'Impact de Montréal par l'extérieur. Très souvent, puis on l'a vu encore aujourd'hui, là, Ouais. on est mercredi 14 octobre, on a eu une nouvelle par l'extérieur. Ça arrive Ouais. très, très, très souvent. Fait que tranquillement, pas vite, en faisant mes propres recherches sur l'impact, sur le foot, ben, avec Twitter, il y avait une belle plateforme pour relayer ces informations-là aux autres. Fait que tranquillement, j'ai comme bâti une certaine audience, si tu veux, en tant que relayeur d'informations. Et quand tu commences à parler de foot, quand tu commences à parler de foot local et quand justement, il y a peu de monde qui en font de façon régulière, mais elle veut pas, tu sais, ton nom circule et là, il commence à avoir des informations là, qui viennent, les gens parlent, là, que ce soit à Ouais. l'intérieur du club, Mhm. proche du club, des joueurs. Les joueurs ont des amis. Tu sais, tout le monde parle. C'est un petit monde. Ça arrive beaucoup moins avec avec le Canadien de Montréal parce que c'est très, très contrôlé, mais il n'y a pas si longtemps, tu sais, peut-être que dans les années 70-80, c'était comme ça avec les Canadiens. Les informations coulaient un peu à gauche, à droite. Fait que tranquillement, pas vite, avec Sofiane, on a commencé à avoir des informations comme ça. Puis c'est vraiment un plaisir de pouvoir donner du contenu. Nouveau contenu, pas toujours répéter la même chose, parler foot de façon intelligente, parler foot local, mais avec un background international. Puis, tranquillement, pas vite, ben, c'est ça, je suis devenu comme une personne qui était souvent contactée et appelée à aller parler dans les médias. Puis ça, c'est super intéressant, là. Good. Tu as parlé de Sofiane. On va tout de suite parler du Cannes Football Club et du podcast Couscous Piri Piri. D'abord, d'où ça vient ce nom-là? Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, et pour ceux qui connaissent un peu moins le podcast, décris-nous-le, là, justement, le podcast que tu fais avec Sofiane et d'autres collaborateurs. C'est ça. Moi, j'ai commencé à faire des podcasts justement avec le Cannes Football Club qui était à l'origine, il s'appelait à l'origine Soccer sans frontières. C'était avec Sidney Faux, avec Sofiane Benzaza, avec Reg. Il y avait Julien aussi. Tout, c'était une gang, toutes des jeunes, toutes des plus jeunes que moi là, qui allaient à l'UQAM puis qui avaient leur mission de radio à Choc.
Puis, par les médias sociaux, on s'est connus, on m'a invité, je suis devenu un régulier. Ensuite, j'ai fait partie de cette équipe-là. Puis, avec le temps, le podcast a été un peu plus compliqué à faire parce que chacun avait leurs contraintes de temps. Là, tu le sais, là, c'est très, très difficile de faire un podcast. Là. Le faire, c'est facile, mais l'organiser, prendre le temps qu'il faut, trouver un bon timing, une plage horaire pour le faire, c'est ce qui est souvent le plus difficile. Puis moi et Sofiane, on avait tout le temps en tête de faire ce fameux après-match parce que là, on en a des podcasts. Là, on est chanceux là, depuis 2-3 ans, que ça soit du indépendant, si tu veux. Il y a eu l'émergence de IMFC Radio, il y a eu plein d'autres podcasts qui se sont faits, qui ont disparu, qui ont revenu. Ça, ensuite, il y a eu le mainstream. Là. Avant, il n'y avait pas tant que ça de podcasts. Là. Il est apparu le podcast d'Olivier Brett avec RDS, il est apparu le podcast de TVA Sport avec Fred Laure. Tout ça est venu s'organiser quand ils ont vu l'émergence, tout ça. Mais à l'époque, il y a quoi, 5 ans peut-être à peu près, moi et Sofiane, on s'était dit, ce serait le fun de faire un après-match. Ça. Les gens trouvaient ça un peu frustrant de voir un match de 2 heures, puis là, une fois que le sifflet est fait, puis qu'on fait la petite entrevue de 2 minutes sur le bord du terrain, on était un peu sur notre fin. Il n'y avait absolument aucun contenu. On trouvait ça plate un peu. Fait que le lendemain des matchs, on a commencé à faire cet après-match-là. Puis le nom Couscous Péripéri, on n'a franchement aucune idée comment c'est arrivé. Je pense que c'est Sofiane, tout d'un coup, dans une présentation en tant qu'Algérien, il a dit voici Couscous. Nilton, en tant que Portugais, voici le Péripéri. Puis là, c'est comme devenu une signature sans qu'on sache trop. Puis là, c'est cool. Là, ça fait le petit hashtag CCPP. Puis, on déconne beaucoup là, dans ce podcast-là. On parle bien sûr de foot local. Des fois, on parle de tout sauf de foot. Puis, tu sais, tranquillement, ce podcast-là, qui était essentiellement des après-matchs, est devenu un peu quelque chose d'autre parce qu'à un moment donné, de 34 matchs, souvent, c'est le même match qui se répète d'un match à l'autre. À un moment donné, on ne sait plus quoi dire sur le même joueur. Puis, il y avait aussi l'équivalent un petit peu ailleurs. Donc, là, ce qu'on essaie tranquillement de faire, c'est d'avoir un format un peu différent. On a commencé à avoir des invités au Couscous Péripéri. Là, c'était le fun. On a eu quelques invités le fun. On a encore d'autres projets en tête comme pour avoir des invités, mais toi aussi, tu le sais, avoir des invités, une liste, ça, c'est facile, faire une liste. C'est juste que c'est juste organisé pour qu'ils puissent venir avec des contraintes, pas juste de temps, là, parce que quand on va avoir des invités qui ont du contenu, il faut se prendre à l'avance tout ça. Donc, ça ressemble un peu à ça, notre podcast Couscous Péripéri. Parfait. Avant Nilton George, les chroniqueurs soccer, est-ce qu'il y a eu un Nilton George, le joueur de soccer? Un petit peu, oui, rien de sérieux. Là, je peux pas j'ai pas eu une. Mais tu sais, en tant que ces temps-ci, je me trouve tellement vieux. Tu sais, je suis dans la quarantaine, tout ça. Puis là, quand je regarde les jeunes de 20, même ceux de 30 ans, tu sais, ils ont eu ils ont eu de la chance d'avoir, surtout à Montréal, là, à l'époque, dans les années 80, des clubs de soccer, il n'y en avait pas à pelleter. Là, tu sais. Moi, je suis dans la génération. Tu sais, j'ai l'âge de Mauro Biello, Nick DeSantis, tout ça. Tu sais, je les ai probablement croisés sans m'en rendre compte parce que à Montréal, il y avait peut-être 10 clubs. Tu sais, puis c'était très, très ethnique. Là. Si tu étais dans un quartier italien, mais tu jouais avec l'équipe italienne. Là. Tu jouais avec Notre-Dame de la Consolata. Puis là, tu jouais probablement avec les cousins et les frères de DeSantis et Mauro Biello. Tu avais Palignos, les Grecs. Tu sais, c'était très, très limité. On jouait dans des terrains assez dégueulasses, là, des champs de patates, du turf, là, du turf du stade olympique, pas celui actuel. Là. Je me souviens d'avoir joué à Saint-Claude-Robillard. Tu voulais vraiment pas faire un tacle là parce que tu brûlais ta jambe pour 3 mois. Mais tu sais, j'ai tout le temps joué comme ça de façon continue. Pour le fun, je joue encore dans des ligues de garage. Puis, mais oui, tu sais, actuellement, ce qui est tellement intéressant et tellement motivant, c'est qu'un jeune n'a plus besoin de sortir du pays, il n'a même plus besoin de sortir du Québec pour avoir un développement de foot professionnel. Oui, il y a vrai. tout ce qu'il faut. Pas seulement l'impact essaie, c'est une grosse partie, mais il n'y a pas juste l'impact. Tu peux te développer au pays, au Québec, au Canada, puis on le voit à Jonathan David, là, s'il n'est pas passé par aucune académie, là, il est passé par des clubs satellites, si on veut. Si tu as le talent,
il y a tout ce qu'il faut au Québec pour avoir un parcours de professionnel. C'est pas vrai que tu es obligé de quitter la province à 15 ans pour aller jouer en France, en Italie, au Portugal, en Grèce pour avoir un développement. Tu sais, avant, c'était ça. Tu sais, des John Lemiatis a fait ça, Bernier l'a fait. Tous ces gars-là Mhm. ont quitté pour revenir parce qu'il n'y avait pas, même Samuel Piette, là, ça ne fait pas si Ouais. longtemps que ça, mais Samuel Piette, quand il a quitté, il n'y avait pas les infrastructures, l'expertise n'est pas tout à fait là. Mais aujourd'hui, là, un kid de 10-15 ans, là, s'il est bon, il a tout ce qu'il faut. Puis ça, je trouve ça tellement le fun là, quand tu vas dans le parc puis tu vois des jeunes très techniques. C'est motivant. Puis c'est le fun au niveau sportif parce que au Québec, là, on a beaucoup, le hockey est roi et maître. Il y a eu une belle époque du football. Les Québécois se sont distingués dans le football. Le baseball est en train de renaître un peu, mais tous les sports sont là. Puis Mhm. moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir tout cet éventail-là de sports disponibles. Good. Je l'ai mentionné, là, tu as quand même certaines primeurs, si je me trompe pas, Mhm. pour ce qui est de l'Impact de Montréal. Parle-nous un peu là, de la salle des trophées que tu as. Là, quelle primeur là, c'est toi qui as eu? Là? Mon Dieu, des primaires. Mais celle qu'on est le plus content avec Sofiane, là, c'est au mois de novembre, on a eu comme on a eu une espèce de plan détaillé de ce que l'Impact de Montréal voulait faire. Là, puis on a sorti des noms sortis vraiment de nulle part, pas des gros noms. Tu sais, quand on a dit que l'Impact était intéressé à Waterman, il a fallu nous-mêmes Ouais. faire une recherche à savoir c'est qui C'est ça, qui, ouais. Waterman. Tu sais, Louis Banks. Quand on voyait ces noms-là, on se dit c'est un piège. Ouais. Ça ne se peut pas, ces joueurs-là. On a eu vraiment beaucoup d'informations. C'était le fun aussi d'avoir pas juste le. Quand on a des informations comme ça, c'est pas juste. C'est sûr que c'est intéressant, là, tu sais. Il y a un peu de fame, si on veut, à ça, mais ce qui est vraiment le fun, c'est de pouvoir partager ça avec du monde parce que Ouais. souvent, on passe entre la saison morte, il ne se passe rien, on parle, on spécule, on se dit qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Mais quand finalement, on entend des noms de joueurs, c'est intéressant. Le foot, c'est ça qui est le fun avec le foot, c'est ça qui est aussi très différent des autres sports. C'est que la machine, là, le téléroman du soccer, c'est pas sûrement le match avant le match, c'est pendant le match, c'est la saison morte. Puis quand on a ces informations-là, c'est très, très le fun. Un autre truc que ça a été une super expérience. Ça a été difficile parce que certaines personnes trouvaient que, trouvaient que ça se pouvait quasiment pas que j'aille ces informations-là. C'est toute la saga de Jimmy Briand. Jimmy, ouais, exact, ouais. Jimmy Briand, j'ai sorti de Jimmy Briand, ça faisait, euh, ça faisait au moins un peu entre 2 et 3 mois que je savais qu'il y avait ces conversations-là avec le club. J'étais au courant des détails qui étaient assez hallucinants. Même moi, là, je me pinçais un peu. Tu sais, j'en parlais souvent avec Sofiane de ce que je savais concernant Jimmy Briand. Je savais comme. Pendant que ça se déroulait, des négociations, ça ne veut pas dire. Il y en a plein de négos. Là. Des Ah fois, ouais. ça aboutit à quelque chose, mais d'autres fois, ça aboutit à rien. Fait que là, je me disais, oh boy, toutes ces négociations-là, je le voyais des fois complètement planté, au revenir. Puis là, je disais, oh non, imagine tout ça. Puis finalement, ça ne se fait pas. Puis je ne pourrais jamais partager aux gens. Mais quand c'est finalement arrivé, puis que Jimmy Briand s'en venait, cette saga-là a été assez folle. Là. Une Ouais, fois que je l'avais incroyable. sorti, du moment que ça a été sorti jusqu'à finalement, il ne vient pas à Montréal, ça a été fou. Là. Ces 2 semaines-là ont été tellement intenses. Il s'est passé tellement de choses dans les coulisses de Jimmy Briand et l'Impact de Montréal. Un jour, probablement, moi et Sofiane, on se fera un podcast qui va aller en détail. Pour l'instant, ça vaut probablement pas la peine. Mais Ouais. les coulisses des transferts, Ça, c'est toujours quelque chose. Hein. c'est un sujet vraiment captivant. Puis ça permet aussi de comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu sais, souvent, les gens vont dire ouais, tu as sorti tel nom, finalement, il n'est pas venu au club. C'est normal. Là, tu sais, pour un joueur signé, il y a peut-être 10 discussions en même temps. Ouais. Puis ces propres joueurs-là ont plusieurs discussions avec d'autres clubs en même temps. Donc, c'est normal que quand on entend qu'un joueur est associé à tel club,
C'est vrai qu'il est associé. Il y a des discussions toujours, toujours, toujours. Des fois, il y a des discussions plusieurs années à l'avance, là. Ouais. Il y a des joueurs, tu sais, comme par exemple, on parle ces temps-ci, on a parlé ces temps-ci du départ de Ronaldo. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'un Ronaldo possiblement à Paris. Tu sais, peut-être qu'il ne va jamais finir à Paris, mais je vous garantis que des discussions entre son agent et le club, il va en avoir continuellement. Et ça, c'est un domaine qui est des fois incompris en Amérique du Nord parce qu'on n'est pas habitué à ça, parce qu'un échange, ce n'est pas tout à fait pareil. Un échange, c'est Ouais, deux c'est clubs sûr. qui se parlent, tandis que là, il y a deux clubs qui se parlent, il y a des agents des fois qui négocient le transfert, il y a des joueurs qui se parlent aussi. C'est des tractations à plusieurs angles en même temps. Ouais. Parlons de l'impact maintenant. Ben, grosse nouvelle aujourd'hui, Saphir Oui. Taider, qui, ben là, on est mercredi, donc vous verrez le podcast demain. Donc, dans le fond, pour vous, hier, là, Saphir Taider là, qui quitte l'Impact de Montréal pour aller jouer pour le Al Ain FC en Arabie Saoudite. On sait que c'est un transfert, donc ça rapportera sans doute un peu d'argent à l'Impact. Ta réaction à chaud sur la nouvelle? J'ai été surpris, même si on savait que Saphir, il y avait tout le temps cette possibilité-là qu'il quitte. Plus on avançait dans la saison, plus on se disait ben, peut-être que finalement, c'est en train de se placer. Son contexte familial était compliqué. Il y a plusieurs joueurs en Amérique du Nord qui trouvent ça difficile, le contexte du confinement, des familles. Il n'y a pas juste le fait que l'Impact, c'est une coche de plus que les Américains. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas retourner chez eux Ouais. avec les matchs continuellement à l'extérieur, mais même aux États-Unis, très souvent, les familles ou les belles familles des joueurs viennent les rejoindre. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Là, un Saphir Taider, peut-être que c'était compliqué de faire venir ses parents ou les parents de sa conjointe. Il y a une famille qui vient de s'agrandir encore un peu. Fait que tout ça avait l'air, ouais, on voit tout ça et on se dit c'est sûr que son départ, ça semble imminent, mais là, on se retrouve à peu près à un mois, peut-être 6 semaines de la fin de la saison. Le pire avait été fait. Donc, on s'était dit, bon, ben, ça se replace. Peut-être cet hiver, il va se trouver un club. Mais bon, ces clubs-là, ils ont beaucoup d'argent en Arabie Saoudite. Ouais, C'est en pas un Arabie problème. Saoudite, ils payent les joueurs. Là. C'est ça, tu peux t'imaginer assez facilement le club. Et en plus, c'est même pas un gros club, c'est un club assez récent. Je pense qu'il Ben, ils viennent d'être promus, si je ne me il trompe vient pas. d'être promu, exact. Ils ont à peu près une quarantaine d'années d'existence. C'est pas, il n'y a peut-être pas un gros propriétaire derrière. Je ne suis pas convaincu de ça, mais il peut facilement arriver avec avec un contrat de 2 millions, 4 ans, puis ça fait, il n'est pas faux. Il va dire, ben, dans le contexte actuel, peut-être qu'aller là, ben, j'assure un peu mon avenir financier. Ouais. Le club de l'Impact de Montréal voit peut-être une occasion de restructurer sa masse salariale. L'Impact de Montréal ne fait plus d'argent. Je veux dire, C'est vrai. la Il y a plus de MLS, spectateurs. c'est ça, la MLS n'a pas des gros contrats de télé. Là. Essentiellement, le cash rentre avec les spectateurs. Si tu n'as pas de spectateurs, c'est du gros rouge là, dans leur livre financier. Ils ont déjà congédié du monde. Il y a beaucoup de restructuration dans les bureaux de l'Impact de Montréal. Donc, si tu peux sauver un autre million, 1,2 million, 1,5 million, peut-être. Ce qui reste à savoir, c'est le montant de transfert. J'ose croire qu'ils ont obtenu quelque chose. Oui, il est juste à 1 an de la fin de son contrat, mais ils ne vont pas le laisser partir gratuitement. Je serais très, très étonné. Donc, toutes ces petites centaines de milliers-là qui, à gauche, à droite, mais ça peut faire en sorte de pas trop nuire à la santé financière de l'Impact de Montréal. Ça fait drôle à dire, là, mais c'est important pour l'avenir du club. Il ne faut pas qu'il soit trop endetté là, pour les années à venir. Oui, c'est sûr. On a acquis une place internationale le mois dernier qui n'a toujours pas été utilisée et le départ de Saphir Taider en libère une. Donc, l'Impact a maintenant 2 places internationales pour manœuvrer. Et ben, avec le départ de Taider, pourrait éventuellement là, aller chercher un nouveau joueur désigné. D'ici la fin du mercato, selon toi, est-ce que l'Impact va bouger? Et si oui, quel profil on va rechercher? Grande question, hein? Habituellement, un club qui est bien organisé a toujours là, dans son depth chart là, des options pour tout joueur. Ouais. Là. Le remplacer à l'interne, À peut-être, Saphir l'interne, Taider. ouais, c'est sûr qu'il peut être remplacé à l'interne à court Ouais. terme, mais éventuellement, j'ose croire qu'Olivier Renard, puis c'est un gars d'expérience, pour chaque joueur, là, il sait que, bon, si tel joueur, si Samuel Piette, il arrive, il cogne à ta porte, puis il dit j'ai un club français qui me propose un contrat de 1,5 million, je veux y aller.
il faut qu'il trouve, il faut que dans sa tête, il y a déjà des options Mhm. internationales. Donc, j'imagine qu'il y avait déjà ça en tête. Encore faut-il qu'il y ait le budget pour le faire, mais Ouais. cette place internationale, pour qui ça, nous, ça fait mal. Là. Je sais que c'est juste de l'argent d'allocation, c'est pas du vrai cash, mais ça reste que cet argent-là, c'est de l'argent comptable qui te permet à balancer ta masse salariale pour respecter les règles de masse salariale. Mais quand tu donnes comme ça un montant de 75 000 qui n'est pas utilisé un mois plus tard, puis qu'on se retrouve à 6 matchs à la fin de la saison, puis il ne sera toujours pas utilisé, moi, tant qu'à moi, ça ne paraît pas bien. Ça démontre un manque de planification parce que il ne faut pas que tu dépenses cet argent-là pour rien. Là, tu te retrouves finalement avec une autre place internationale de disponible. Je ne suis pas convaincu qu'ils vont pouvoir se retourner de bord et trouver un joueur pour le remplacer. Parce que même s'ils trouvent un joueur pour le remplacer, j'imagine que c'est censé avoir un visa, un permis de travailler. C'est très, très long. Ouais. L'Impact n'est pas sûr de faire les séries. Est-ce que tu veux absolument prendre un joueur comme ça dans la panique sans prendre le temps de bien choisir ce joueur-là? Parce que le but, essentiellement, ce n'est pas nécessairement cette saison, c'est du moyen terme et du long terme. Il faut que tu t'assoies avec Thierry Henry pour savoir quel genre de profil de milieu de terrain que tu veux, puis pas faire, entre guillemets, la même erreur que Boyan, c'est-à-dire « Oh, on a une vedette de disponible, tu la veux-tu tout de suite et la prendre, puis après réfléchir. » Il faut faire autrement maintenant. Oui, tout à fait. Justement, parlant de Mercato, là, l'Impact a quand même bougé récemment. On a acquis l'attaquant Mason Toye du Minnesota United. Il a d'ailleurs joué ses premières minutes à Philadelphie dimanche dernier. Qui est Mason Toye et comment tu l'as trouvé contre l'Union? Contre l'Union, c'était très, très difficile. Là. Il avait l'air un peu perdu dans cette équipe-là. Je l'ai déjà dit, le plus gros défi de l'Impact de Montréal, c'est le manque d'entraînement. Ils jouent aux 3 jours. Ils ont peu de temps pour s'entraîner. L'effectif est très, très limité. Ils ont de la misère à avoir assez de joueurs pour faire des entraînements. Ça fait en sorte que tactiquement, ils ne sont pas capables d'évoluer. Si tu mets un nouveau joueur, il peut être fit. Ce n'est pas juste ça le problème. Le rythme des matchs fait en sorte que les joueurs sont déjà fit. Mais tactiquement, si tu n'es pas capable de prendre un joueur et le mettre dans un cadre tactique facilement, bien, ça va paraître dans les matchs. Il va falloir qu'ils apprennent comment composer avec ses coéquipiers. Pendant le match même, ça devient très, très compliqué. Il va falloir que lui se simplifie le jeu. Il va falloir que les joueurs aussi qui jouent avec lui soient un peu plus simples. Des joueurs qu'on est allé chercher et qui avaient plein d'espoir, on en a eu plusieurs. Oui, beaucoup. On a entendu Jack McInerney qui arrivait de Philadelphie. Il n'était pas déjà encore arrivé à Montréal, qu'on entendait déjà qu'il y avait des aspirations européennes. Je veux dire, il faut se concentrer à court terme, mais Mason Toye, ce qui est bien, c'est qu'il semble avoir un profil différent. C'est un bon gabarit. Là. Il n'est pas imposant. Ce n'est pas un Didier Drogba dans la force, là, mais c'est une belle cible pour les joueurs, autant de la tête. Il est très, très rapide. C'est un joueur qui est explosif, qui demande le ballon souvent dans le dos de la défensive. Ça va aider. Puis on l'a vu là, dans les... Bon, il faut faire toujours attention avec les highlights, là, mais dans les séquences qu'on a vues vidéo, il semble être habile des 2 pieds. Il va falloir, c'est ça, que Toye apprennent comment jouer rapidement avec, par exemple, un Boyan. Il va falloir que Boyan aussi comprenne comment que Toye veut le ballon. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de temps. Il reste 6 matchs. Oui, il va falloir qu'il apprenne vite et bien. Ouais. Niveau tactique, là, ça fait 5 matchs de suite que l'entraîneur Thierry Henry utilise un dispositif à 5 défenseurs. Quelqu'un qui connaît moins le soccer là, pourrait dire que c'est une formation ultra défensive qui n'a pas marché sous l'ère Rémi Garde. Pourquoi Thierry Henry utilise une formation à 5 derrière? Le plus gros défaut des schémas tactiques, c'est la présentation visuelle. C'est quand à la télévision, ils disposent les joueurs à l'écran ou quand l'équipe tweet, là, tu as l'impression que quand on met 5 joueurs en arrière, c'est qu'ils sont toujours comme ça disposés à l'arrière. Mais tu sais, une formation tactique, là, c'est en mouvement. Là. Il y a des phases différentes. Tu sais. Tactique, oui,
quand ils n'ont pas le ballon, ils se retrouvent avec une ligne de 5. Ils se retrouvent avec 3 défenseurs dans la boîte, les 3 défenseurs centraux, et les 2 latéraux s'occupent justement des ailes quand les joueurs viennent attaquer. Mais une fois qu'on gagne le ballon, c'est fini, là. Les latéraux ne sont plus du tout défenseurs. Brault-Guillard, il joue mais il joue très haut, il joue comme un ailier. C'est un soccer moderne. Tranquillement, pas vite, les meilleures équipes, là, comme Liverpool, par exemple, la grande partie d'offense oui, Mohamed Salah, Sané est très dangereux sur les côtés. Mais Trent Alexander et Robinson, c'est des anciens attaquants qui jouent là. Donc, quand on dit, ouais, on joue défensif, on joue avec 5 défenseurs, puis en plus, notre défense est pourrie, mais il faut penser à la disposition de l'équipe en moyenne, si tu veux. Quand on a le ballon, voici comment on est disposé. Quand on n'a pas le ballon, c'est une autre façon. Des fois, il y a même des formations hybrides. C'est arrivé que, par exemple, il y a quelques matchs, Show Me était défenseur gauche dans une ligne à 5 quand on n'avait pas le ballon, mais quand on avait le ballon, il revenait à côté de Piet. C'est devenu beaucoup plus complexe. Avant, le foot était très, très simple. Tu avais 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants, c'était des lignes. C'était c'était comme un ordinateur, si tu veux, ça ne bougeait pas. Là. Comme le baby-foot. Tu as tes lignes, puis tes joueurs ne bougent pas de ton baby-foot. Mais ça, c'est plus ça. C'est plus tout à fait vrai. Là. Les joueurs changent de position d'une ligne à l'autre et dans des équipes qui sont tactiquement hyper évoluées, comme par exemple à Barcelone, un joueur peut même évoluer d'un poste à l'autre, peut changer de côté. Si Messi rentre au milieu dans l'axe, le joueur qui devait être milieu devient un ailier. Il y a beaucoup de permutations de positions comme ça, mais ça demande justement beaucoup d'entraînement de tactique, ce que Thierry Henry n'a pas ce luxe-là présentement. Parfait. Dernière question concernant l'Impact. L'Impact est présentement 8e de l'Est. Les 10 premiers font les séries et il reste 6 matchs à jouer. Comment est-ce que tu entrevois la fin de la saison pour l'Impact? Heureusement, les autres équipes ne sont pas très bonnes non plus. Donc, ça peut nous aider un peu. Les équipes qui sont derrière nous ont un peu de difficulté. Le match de ce soir, là, quand vous allez écouter ça, vous avez le luxe d'avoir déjà le résultat. À la limite, c'est pas trop grave le match de New England. Le match de New England, si on le perd, c'est entre guillemets normal qu'on le perd. C'est vraiment les 3 prochains matchs là, contre Nashville, contre Miami, sont hyper importants parce que c'est des équipes qui sont derrière nous. C'est ça, il faut absolument éviter des défaites contre ces équipes-là pour se trouver une place en série. Moi, ce que j'aime de la saison de l'Impact de Montréal, c'est que cette année, après chaque match, je m'en fous un peu du résultat parce que le jeu est intéressant. Ce qui se passe sur le terrain, c'est intéressant. On voit ce que Thierry Henry essaye d'impliquer comme système. Il n'y a pas les éléments qu'il faut, mais on comprend ce qui se passe et on voit que c'est du foot positif. Puis on l'a vu aussi dans les vidéos publiées par l'Impact de Montréal, les discours de Thierry Henry où il dit à ses joueurs d'être braves. Puis ça, c'est le fun parce que brave, c'est pas juste du marketing, c'est une philosophie, c'est quand tu as j'allais dire quand tu as la POC. Quand tu as la ronde, mais c'est bon pour n'importe quel sport. Quand tu es à l'attaque, quand tu es en possession du ballon, mais tu n'as pas peur de te tromper. C'est possible, il accepte que l'erreur est possible, mais au moins, les gars sont là pour assumer quelque chose et provoquer quelque chose. Et là, ça devient intéressant d'avoir une équipe qui ose, qui tente, qui n'est pas tout le temps capable de le faire, mais qui au moins n'est pas en attente que l'autre fasse une erreur pour pouvoir créer quelque chose sur le terrain. C'est bon. Maintenant, on va passer à une partie, là, la dernière partie de l'émission où je vais te poser certaines questions, plusieurs questions en rafale. J'ai besoin de courtes réponses et avec explication là, seulement si nécessaire. C'est bon? Parfait. Prochain champion de la Champions League, tu vois qui? Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai comme peur que cette saison soit totalement particulière, là, puis que... J'ai comme l'impression que ça va être une bonne année pour Manchester City, même si ça a mal commencé. OK, c'est bon.
Prochain champion de l'Euro 2021, tu vois qui? Moi, dans ma tête, je revois le Portugal. Ouais. Mais honnêtement, je les trouve hyper intéressants. Euh, ils sont, euh, ils sont encore meilleurs qu'ils l'étaient au dernier Euro. Mais là aussi, là, ça va être compliqué. Ça va être probablement la sélection avec les joueurs les plus reposés parce qu'il ne faut pas oublier Ouais. qu'ils vont jouer là, pendant. Ils jouent depuis. Mon Dieu, depuis quand qu'ils jouent? Depuis juin, mai? Mai, au foot qui a recommencé à peu près. Bundesliga, c'est 13 mai qui ont commencé, Ouais, puis fait après, que ça là, l'a suivi à 1-2 semaines d'intervalle. donc, c'est ça, entre mi-mai et début juin, ça veut dire qu'ils vont jouer un 12 mois sans arrêt. Ces gars-là, c'est Quasiment, ouais. beaucoup de soccer là, pour eux autres. Ouais. Puis les grosses sélections, c'est des joueurs qui vont avoir joué longtemps. Donc, oui, il pourrait y avoir des surprises. Les Allemands vont trouver ça tough, les Français, les Portugais, tout ça va trouver ça tough. Mais j'ai pas le choix. J'y retourne avec le Portugal. OK, c'est bon. Prochain champion de la MLS Cup 2020, tu vois qui? Eh là 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 là. Mais j'aimerais ça qu'on quitte un peu les grosses équipes. On a été habitués avec les classiques. Là. J'aimerais Ouais. ça voir Les une Toronto, nouvelle les équipe. Là. Seattle. C'est ça. J'aimerais ça voir Philadelphie, c'est le fun, ce qu'ils font. Mm-hmm. Ce serait bien qu'ils soient récompensés. Comme ça challenge un peu la MLS dans leur façon de faire. J'aimerais voir un nouveau parce que le coach est hyper intéressant là-bas. Orlando qui fonctionne, c'est aussi bon pour la MLS. Mm-hmm. Donc, je vois, mais ouais, c'est ça. J'aimerais voir un Philadelphie ou un Orlando, par exemple. Good. MLS 1 et MLS 2, un système de promotion-relégation aux États-Unis, pour ou contre? Non. Moi, je suis contre. Moi, je suis vraiment très, 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 très contre. Je sais que ça n'arrivera jamais, même si à chaque fois je le dis, tous ceux qui aiment le foot comme moi depuis toujours ne comprennent pas pourquoi je dis ça, parce que le foot, ça vient avec la relégation. Mais sincèrement, les boys et les girls, s'il y avait un système de promotion et relégation à MLS, un club comme l'Impact de Montréal va mourir tout de suite après une relégation. C'est automatique. Il n'y a aucun propriétaire qui serait intéressé à mettre autant d'argent s'il y avait ce système-là. La tendance internationale, même si ça a l'air bizarre, est à l'inverse. Les Mexicains ont commencé un peu un système comme ça où ils ont barré les promotions pendant un certain temps. Et les gros clubs en Europe continuellement parlent d'une ligue fermée. La Ligue des champions actuelle, c'était une réponse à une menace de ligue fermée. La Ligue des champions actuelle est en train aussi d'être repensée. Et peut-être que la condition de cette pandémie-là, avec de l'argent qui ne rentre pas tout à fait comme c'était dû et promis, ça pourrait faire la plus grosse conséquence internationale, ça pourrait être que finalement, le format MLS pourrait exister en Europe. Parce que pensez, là, avoir une équipe, avoir une ligue avec tous les gros qui jouent à chaque fin de semaine, imagine ça ferait de l'argent. Juste y penser, là, l'argent, ça tombe. C'est sûr que c'est hyper intéressant pour les gros clubs. Les autres, les 98% des autres clubs vont se battre jusqu'à la mort pour éviter ça parce que eux, c'est de l'argent qui part. Mais une fois que c'est installé, la ligue fermée, là, je ne vois pas comment que la MLS peut accepter une MLS 1 et 2 dans le sens d'une promotion-relégation. Good. Thierry Henry sera toujours en poste avec l'Impact dans 2 ans, oui ou non? 2 ans. Donc, je lui laisse un peu de lousse, à peu près autant de temps que Rémi Garde. Est-ce que Joey Saputo va avoir le piton rapide? Cette question-là est tough, est difficile à répondre parce que, de un, l'Impact de Montréal est impatient. Ouais. Mais l'Impact de Montréal n'a pas le choix d'être patient. Là, c'est sûr. Thierry Henry. Là. Ouais. Si Thierry Henry réussit moindrement, pas besoin de gagner la coupe, là, juste être assez bon, Thierry Henry va partir de l'Impact de Montréal. Il va avoir toujours un club intéressé à Thierry Henry. Ça sera pas long. Là. Il n'avait déjà rien fait, puis il y avait déjà quelques petites rumeurs à Barcelone. Si Arsenal, ça se met à planter un peu,
C'est sûr qu'Arsenal va l'appeler. Thierry Henry va avoir les portes ouvertes, même si ça ne s'est pas très bien passé à Monaco. Thierry Henry va avoir des portes ouvertes en France. Donc, est-ce que Thierry Henry va être là, mettons, en décembre 2021? Moi, je pense qu'en décembre 2021, ça pourrait être la fin de Thierry Henry, mais pas pour les mauvaises raisons, mais parce que ça a eu un succès puis qu'il se retrouve à une autre étape. C'est bon. Les trois dernières questions rapidement. Rudy Camacho va finir la saison avec l'Impact, oui ou non? Malheureusement, oui, personne n'en veut. Le Canada va se qualifier pour la Coupe du monde de 2022 au Qatar, oui ou non? Oh, God. Là, le format a changé un peu. Ouais. Le Canada mériterait d'y aller. Ça serait vraiment le fun. 100% d'accord. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Avec les États-Unis puis le Mexique, genre? Est-ce qu'on va tasser les Honduras? Mais peut-être qu'on va réussir, tu sais, parce qu'il y a la troisième place et demie, il y a les trois places automatiques. Après, je pense qu'ils s'en vont jouer contre l'Océanie ou quelque chose de même. Oui, mais ça dépend du format. Là, dernièrement, ils l'ont changé un peu. Là, ça reste à voir. Mais moi, ce que j'ai beaucoup, tu sais, je vais faire une parenthèse très, très courte. Ouais. C'est la première fois que j'ai vu une équipe canadienne aussi intéressante contre des Américains. On aurait dit que c'était inversé. Les arrogants qui avaient peur de rien, c'était les Canadiens. Puis les Américains voyaient les Canadiens les attaquer à gauche, à droite, puis ils ne comprenaient pas ce qui se passe. C'est le fun à voir ça une fois de temps en temps. Ouais. Dernière question. La prochaine grande vedette mondiale à rejoindre la MLS, ça va être qui? Je pense que ça va être Ronaldo. C'est ça, j'allais dire, j'ai posé la question différemment. Ronaldo, Messi, ouais. tu les vois rejoindre la MLS un jour? Oui, presque certains qui vont venir en MLS. Peut-être, probablement. Tu sais, ça serait bien qu'ils arrivent les deux en même temps. Ouais, et ça serait bien qu'ils arrivent un petit peu avant une négociation de contrat de télé. Si à la MLS arrive dans son package de présentation, là, dans son PowerPoint, là, de ce côté-là, tu as Ronaldo avec un jersey, puis tu as Messi avec un autre jersey d'une équipe de la MLS. Ça pourrait propulser la MLS dans un vraiment, là, c'est comme la ligue d'envergure en Amérique. Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Là. Parfait. Ben, c'est tout de mon côté. Merci beaucoup, Nilton George, d'avoir accepté mon invitation pour venir à Boisvert Radio. Merci à toi. C'était vraiment intéressant. Je te souhaite une belle fin de saison avec l'Impact. Parfait. Bonne journée. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute cette semaine. Je vous invite à suivre la page Facebook de Boisvert Radio pour être à l'affût des nouvelles dans le monde du sport. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.